Bonjour à tous et merci d'être là. Nous sommes pour écouter notre webinaire sur la transformation de l'expérience senior en avantage compétitif. On se laisse encore une petite minute pour permettre aux uns et aux autres de se connecter puisque je vois que les compteurs augmentent. Nous espérons avec Kevin que vous allez tous bien et profiter de ce début du mois de décembre. Pour ceux qui sont déjà en ligne, si vous le souhaitez, nous avons un sondage à votre disposition à droite de l'écran. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de voter sur ces sondages-là dès maintenant d'ailleurs. Le sondage est mis en ligne pour vous. Je vais aller plus vite que la musique. Écoutez, je vous propose, il est 9h31 que l'on démarre. Donc, encore une fois, bienvenue pour les nouveaux arrivants sur le webinaire. Nous sommes heureux de vous accueillir avec Kevin sur cet instant. Nous allons être ensemble pendant 3 quarts d'heure sur l'expérience senior et comment cette population peut être un avantage compétitif pour vos organisations. Je me présente, je suis Olga Fauché, je suis responsable des équipes projet et run pour Talentia au niveau de la France sur la partie HCM, donc tout ce qui tourne autour du capital humain. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Kevin. Kevin, je te laisse la parole. Merci Olga. Je suis Kevin, je travaille pour Exegis. Nous analysons, nous, les tendances sur le marché français, moi spécialement sur les ressources humaines, évolution du produit chez les éditeurs et évolution de la demande et transformation du métier RH. Merci Kevin. Donc aujourd'hui, nous allons aborder cette thématique avec 3 principaux axes. Le premier, c'est rappel un petit peu du contexte dans lequel nous sommes. Le deuxième, quels sont les enjeux pour les entreprises. Et le dernier, quelles solutions vous pouvez mettre en place pour travailler sur cette population-là. Tout d'abord, si on parle de contexte, Kevin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contexte démographique ? Effectivement, j'ai voulu qu'on prenne un peu d'auteur, un peu remonter au niveau mondial. Et sur le graphique de gauche à l'écran, on voit que la population mondiale en âge de travailler, donc entre 15 et 64 ans, entre 2025 et 2050, on distingue sur le violet les pays à revenus élevés, donc la France, l'Allemagne, le Japon, l'Australie et ces pays-là, et en rose les pays à faible revenu, Inde, Afrique subsaharienne, etc. En 2025, on est encore un peu à l'équilibre. Donc, 51% de la main-d'œuvre potentielle se trouve dans les pays riches, 49% dans les pays à faible revenu. Par contre, en 2050, le rapport va s'inverser nettement. On perd 10% de croissance dans les pays bien développés. Donc, seulement 41% de la population active mondiale vivra dans ces pays-là, contre 59% dans les pays à faible revenu. Donc, dans les pays à haut revenu, ce qu'on va accumuler, c'est de la baisse de natalité, l'allongement de l'espérance de vie et la part des 15-64 ans qui se rétrécit sur le monde du travail. Et le ratio de dépendance va augmenter parce qu'il y aura moins d'actifs pour financer plus de retraités. Par contre, c'est l'inverse dans les pays à bas revenus où l'explosion démographique va être exponentielle. Beaucoup d'arrivées de jeunes sur le marché et un pool de talents mondial qui se concentre dans ces pays-là. Et les conséquences sont claires pour les entreprises européennes. On a la rareté croissante des talents, donc une pénurie de talents, une nécessité de cibler les compétences, un recrutement plus difficile et une compétitivité plus forte, un risque de ralentissement économique qui s'ajoute à une pression accrue sur les systèmes de pension et de santé. C'est ce qui pose globalement le sujet au niveau européen. Donc, on n'a vraiment pas, autrement dit, en fait, on n'a pas le luxe de laisser une partie de notre capital humain sur le côté, et en particulier les seniors. Mais avant de parler de levier, il faudrait qu'on sache de qui on parle exactement quand on dit senior, n'est-ce pas, Olga ? Oui, tout à fait. On voit que les seniors, en fait, c'est une population qui est difficile aujourd'hui de caractériser, puisqu'en fait, en France, on n'a pas d'âge, entre guillemets, légal de ce qu'est un senior. Selon le dispositif dans lequel on se positionne, on va avoir des âges différents. Par exemple, selon le droit du travail, on est senior à partir de 45 ans pour pouvoir bénéficier d'aides de l'État.
sur un certain nombre de contrats. Mais par contre, selon l'INSEE, quand on fait les études INSEE, être senior, c'est avoir 50 ans minimum. Sur tout ce qui est Pôle emploi, la direction du Trésor et le ministère de l'économie, on est senior à partir de 55 ans. Et sur un dispositif tel que le CDD senior, les seniors, les entreprises peuvent commencer à recruter cette population qui a 57 ans. Donc on voit que l'âge finalement aujourd'hui n'est pas un critère légal qui permet de dire je suis senior à tel âge. Mais par contre, ça veut dire aussi qu'on a un contexte qui est à appréhender de manière différente selon le dispositif. Et d'ailleurs, du coup, Kevin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le taux d'emploi des seniors? Parce que ça a un impact aussi par rapport à ça. Effectivement, la slide qui suit, celle-ci, présente un peu le taux d'emploi des seniors. En haut, dans le donut, on regarde la moyenne européenne. Donc, 65% des seniors sont en emploi au niveau européen, avec des têtes de gondole qui sont l'Allemagne et la Suède, qui ont entre 77% et 73% de taux d'emploi de seniors. En bas à gauche, on voit l'évolution du taux d'emploi des seniors en France. Donc, une progression quand même depuis 2022. 57% en 2022, 58% en 2023 et 60% en 2024. On progresse, mais on reste quand même en dessous de la moyenne européenne et c'est assez loin des pays de référence. Et quand on regarde plus finement la situation française, on voit qu'une proportion importante de seniors n'est ni en emploi ni en retraite. Ils sont dans une sorte de no man's land social et seuls 59% des personnes de 55 à 64 ans travaillent contre 82% des 25-49 ans. À 62 ans, l'âge pivot, 28,2% seulement sont seniors, sont encore en emploi, et on compte 1,4 million de personnes encore qui sont ni en emploi ni en retraite et qui sont principalement des ouvriers et des employés. Et même parmi ceux qui restent en activité, 20% sont à temps partiel avec une forte surreprésentation des femmes. Et tout ça pointe vers la même conclusion. En France, nous avons un gros stock de capital humain qui sont seniors, qui sont sous-utilisés et fragilisés. Et dans le contexte de rareté des talents que nous venons de voir, c'est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Mais ce que je comprends avec la recherche qu'on a fait avec Olga, c'est que le cadre légal évolue quand même pour mieux intégrer ces talents seniors. Tout à fait. On a une loi qui est apparue le 25 octobre dernier en France, qui est la loi sur les seniors, dialogue social et transition professionnelle, qui a mis en avant 3 principaux axes sur cette population-là et qu'elle demande aux entreprises de travailler. C'est 1, la valorisation de l'expérience, 2, l'accompagnement sur la seconde partie de carrière et 3, le renforcement du dialogue social sur les enjeux liés du coup à l'âge. Donc, on voit que la loi il y a un certain nombre de dispositifs. Nous avons mis en avant ceux qui nous semblent majeurs. Tout d'abord, comme vous le savez, il y a eu aussi la signature des entretiens de professionnels qui deviennent des entretiens de parcours professionnel. Et dans le cadre de cette loi, on voit 2 principaux temps mis en avant pour les personnes dites seniors dans les organisations. Donc, à 45 ans, le collaborateur doit suivre une visite médicale et dans les 2 mois qui suivent cette visite médicale, il doit avoir un entretien dédié de parcours professionnel dans lequel vous allez pouvoir aborder des sujets tels que la prévention de l'usure professionnelle et les perspectives d'évolution. Donc, on commence à démarrer un premier dispositif sur comment j'accompagne les personnes qui, dans mon organisation, ont plus de 45 ans. Un deuxième temps, c'est pour ceux qui approchent de l'âge de la retraite, même s'il leur reste encore un certain nombre d'années, donc autour de 60 ans, où on est plutôt sur un dispositif de conditions de travail. Donc là, on va faire un focus plus important sur quelles sont les conditions de travail que je mets en place pour venir accompagner les collaborateurs en fin de carrière. Un autre point, c'est les innovations majeures. Donc, il y a des nouvelles dispositions qui sont mises en place. Adieu la période Pro A et les transitions collectives et bonjour la période de reconversion professionnelle. Donc là, à partir de janvier 2026, il y a une nouvelle période, un nouveau dispositif pour venir accompagner les seniors dans les organisations. Un nouveau contrat
qui remplace en effet le contrat senior, qui est le contrat de valorisation de l'expérience, le CVE. L'objectif, encore une fois, le gouvernement essaye d'inciter les entreprises à avoir recours aux populations qui n'ont pas qui sont en âge avancé avec une certaine expérience dans le monde du travail. Et un troisième point, et celui-là n'est pas des moindres, puisque vous savez que depuis septembre, la retraite progressive est quelque chose de légal. Donc, chaque collaborateur peut demander à bénéficier de cette retraite progressive. Et si l'employeur est amené à refuser cette demande, il va devoir le motiver son refus. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas cette obligation. Et dernier point par rapport à ce contexte français, c'est la négociation renforcée sur l'emploi des seniors pour les entreprises de plus de 300 salariés. Donc, il y a la mise en place d'un index senior. Et donc, cet index, chaque entreprise de plus de 300 collaborateurs, devra mettre en avant un certain nombre d'indicateurs et d'expliquer quels sont les dispositifs qu'ils ont mis en place au sein des organisations pour améliorer le taux d'employabilité des personnes comme étant seniors. Clairement. Et donc, ça, ouais. Vas-y, Kevin. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on retient finalement de cette intervention-là, c'est que l'emploi des seniors devient un sujet qui est très structuré, qui est maintenant mesuré et négocié au même titre que l'égalité professionnelle. Et c'est de moins en moins optionnel, si on veut. Tout à fait, exactement. Il y a vraiment un encadrement. Et en fait, on peut se poser la question de pourquoi tout à coup on a une loi qui est beaucoup centrée sur les seniors. Et en fait, c'est parce que en France, on a beaucoup de stéréotypes et qu'il est important, et je pense que c'est pour ça aussi que le législateur a mis en place cette loi, c'est qu'il est important de déconstruire les stéréotypes que l'on peut avoir en tête. Par exemple, les seniors sont coûteux. C'est une population qui a évolué au sein des organisations. Donc, résultat, ils ont des salaires qui sont importants. C'est une population qui résiste au changement, qui n'est pas agile, qui est dans sa routine, fait ce qu'il a su faire de la façon dont on lui a appris et qui est plus résistant au changement qu'un jeune et qui accepte moins les changements dans sa façon de faire, mais aussi la façon d'exprimer et sur les outils. C'est une population qui a une santé fragile, et qui va bientôt potentiellement partir à la retraite. On est encore là sur des stéréotypes, ça ne veut pas dire que tout le monde a cet état d'esprit, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez fort, assez prégnant et qui fait aussi que, par exemple, en phase de recrutement, on va peut-être avoir plus tendance à aller prendre quelqu'un qui sort de l'école, qui va coûter moins cher, qui est beaucoup plus agile dans son mode de fonctionnement que quelqu'un qui a plus d'expérience. Et pourtant, les études, et on a des études, l'APEC, montraient que les coûts moyens, un senior, c'est quelqu'un qui commence à avoir de l'expérience et que avoir un senior dans son organisation permet de réduire de 25% les coûts de management parce qu'il nécessite moins de supervision que quelqu'un qui arrive sur le marché du travail. Donc, en fait, on a un petit peu cette balance où on a des stéréotypes et il faut casser ces stéréotypes. Et d'ailleurs, je pense que Kevin, tu as des chiffres qui nous parlent de ça et qui montrent que ces stéréotypes ne sont pas forcément de bons stéréotypes. Oui, c'est vrai. Dans le reste de la présentation, les travaux de la chaire TDTE, qui est une chaire française, la TDTE, difficile à dire, ça veut dire transition démographique, transition économique, est un lieu de recherche et de débat sur l'impact du vieillissement et de la longévité sur l'économie et la société en France. Donc, cette TDE a travaillé à essayer de faire, toutes choses égales par ailleurs, des simulations de croissance pour voir comment on se positionne. Mais avant d'arriver sur le résultat, on va redescendre sur la France parce que quand je commençais l'intervention, on était parti au niveau mondial. On voit à gauche de l'écran l'an 2000 et la pyramide des âges de l'an 2000 et à droite les données provisoires de 2025 qui sont communiquées par l'INSEE. Et sur la population de séquence 5 ans et plus, on passe de 25 à 35%. La partie des seniors augmente nettement et la tranche 24-54 ans, qui est le cœur classique de la vie active, recule de 44 à 38%.
La part des 0,23 ans passe de 31 à 27. Donc, autrement dit, en constat simple, on est quand même dans la moyenne en milieu de tableau, donc 25-54 ans, mais clairement en difficulté aux deux extrémités. On a des seniors au travail, on a moins de seniors au travail que l'Allemagne et la Suède, et plus de jeunes en difficulté d'insertion. Et c'est pour ça que la TDTE conclut en tout cas que le problème français n'est pas trop de seniors, mais bien trop de capital humain inutilisé aux deux extrémités de la vie active. Parce que ce que la TDTE, elle fait exactement, c'est qu'elle va dans le fond de l'analyse. Ils ont compris que la France, comparée à l'Allemagne, par exemple, a augmenté le taux d'emploi des seniors et simultanément augmenté le taux d'emploi des jeunes. Et pour eux, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que si la France atteignait d'ici 2040 le même taux d'emploi de jeunes et de seniors que l'Allemagne, le PIB gagnerait 8 points, on gagnerait 200 milliards d'euros en recettes, et ce sont des recettes qui vont permettre de résorber le déficit public actuel. Et en signification claire pour une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les 50 ans et plus ne sont pas un coût social à gérer, ce sont des actifs productifs à prolonger. Parce que chaque fois qu'on perd un senior, on perd de la productivité, du savoir-faire, de la capacité de mentorat, et on génère des coûts de remplacement importants. Et ce que quantifient même ces travaux de la TDE, et je précise, c'est toute chose égale par ailleurs, ils prennent des modèles économiques constants, même en impliquant quelques variétés, on quantifie l'inverse de l'intuition dominante qui dit que quand l'emploi des seniors progresse durablement, l'emploi des jeunes diminue. Ce n'est pas vraiment le cas parce que les deux vont de pair. Parce que les seniors, lorsqu'ils apportent cette productivité organisationnelle sur les process, les réseaux de qualité, les jeunes branchent la productivité d'innovation, les nouvelles compétences et les technologies d'usage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que notre enjeu en France, en tout cas en tant que DRH ou alors en tant que personne sur ce sujet d'emploi senior, c'est que ce n'est pas senior ou junior, c'est plutôt senior et junior, et de créer les conditions pour que les deux soient en emploi et puissent travailler ensemble. C'est pratiquement, oui, c'est ça l'idée. Et l'idée ensuite, c'est de passer à l'IA pour aller dans le fond des choses, voir les leviers qu'on peut activer pour faire cette analyse, pour mieux mettre tout ça en place. Oui, on a en effet, face à tout ça, il y a ce constat que l'on peut avoir au niveau mondial, mais aussi et principalement au niveau français. On peut voir qu'en fait, il y a des enjeux et trois principaux raisons majeures sur lesquelles travailler sur cette population-là va permettre aux organisations, à votre organisation, de gagner en productivité. C'est d'abord, ça va permettre d'améliorer la performance et la transmission des savoirs au sein de votre organisation. Ça va décupler votre compétitivité et favoriser la diversité générationnelle. Et puis, un autre sujet qui aujourd'hui est aussi très important dans les organisations et sur lesquels il y a des enjeux indicateurs, c'est tout ce qui tourne autour de la responsabilité sociétale et la marque employeur. Si on rentre un peu plus dans ces différents éléments, on va d'abord travailler sur la performance et la transmission des savoirs. En fait, dans le marché du travail qui est marqué par la pénurie des talents, notamment dans certains secteurs d'activité tels que la santé, l'industrie, l'ingénierie, la partie informatique, on voit qu'une étude de Deloitte nous montrait que si les entreprises ne capitalisent pas sur les connaissances des seniors, elles peuvent perdre en 5 ans jusqu'à 40% de son capital connaissance. Donc, c'est énorme, ça veut dire presque la moitié. Donc, ça veut dire que tout ce qui touche à l'historique, les bonnes pratiques, la connaissance et l'ADN de l'entreprise part pour une grande partie en 5 ans si l'entreprise ne met pas de dispositif d'accompagnement du changement. Et il y a, par exemple, il y a des grosses organisations telles que par exemple L'Oréal, qui a mis en place un programme il y a quelques années qui s'appelait le Knowledge Transfer, où en fait, elle a demandé à ces populations seniors de documenter leurs processus clés, leur formulation de produits et former les équipes au sein de l'organisation.
l'objectif et il a été assez significatif puisqu'en fait, ils se sont rendus compte qu'avec cette initiative, ils ont eu 25% d'erreurs opérationnelles en moins par rapport à ce qu'ils avaient avant de mettre en place ce programme et que 90% des seniors qui travaillaient dans ce programme-là étaient fiers de contribuer à la pérennité de l'entreprise. Donc, on voit bien que capitaliser sur les seniors, mettre en place un programme qui est accompagné et qui va permettre de faire et qui va permettre aux seniors de venir s'impliquer, fait qu'il y a un effet bénéfique aussi bien au niveau de l'organisation qu'au niveau de la motivation et de la motivation des seniors. Un deuxième enjeu, enfin une deuxième raison, c'est que travailler et accompagner les seniors dans votre organisation va permettre de démultiplier votre compétitivité et votre diversité générationnelle. En gros, comme le disait tout à l'heure Kevin lors des statistiques qu'il a pu partager et notamment des travaux des DTE, on se rend compte que la force et la richesse de l'entreprise, c'est pas de mettre en opposition les seniors et les jeunes générations. C'est plutôt de travailler la synergie entre ces deux, puisque d'un côté, on va avoir des personnes qui, à travers leur expérience, ont plus de recul par rapport aux situations, qui sont dans de la stabilité par rapport à l'entreprise, face à des jeunes générations qui, elles, sont beaucoup plus aujourd'hui dans l'interactivité, dans l'agilité, dans la maîtrise des outils informatiques. Et du coup, c'est la complémentarité, la synergie de ces deux populations qui va créer la richesse au sein de votre organisation, puisqu'en fait, les uns vont apporter leur expérience, les autres, les nouvelles technologies, et puis ensemble, en combinant un petit peu leur savoir-faire, en s'écoutant, ils vont pouvoir faire émerger des solutions qui sont complètement, qui répondent à votre besoin, à votre organisation et qui vont permettre de venir démultiplier et améliorer votre compétitivité. Il y a par exemple, pour vous donner un exemple d'entreprise, BNP Paribas qui a lancé en 2017, si je ne me trompe pas, un dispositif qui s'appelait le réseau WeGenerations. L'objectif, c'était de faire travailler ensemble les seniors et les juniors pour accélérer la transformation digitale de l'entreprise. Donc, en fait, ils sont mis en place de ce qu'on appelle un peu du mentorat réciproque. L'objectif, c'était de stimuler la cohésion entre ces deux générations et de démultiplier les opportunités de carrière. Parce que du coup, ça permettait, par exemple, aux jeunes de commencer à se créer un réseau dans l'organisation, puisque les seniors étaient là depuis un certain nombre d'années, de développer ensemble une culture d'entreprise et ils ont fait émerger un certain nombre de choses et briser aussi les stéréotypes en s'ouvrant l'un à l'autre. Plutôt d'opposer, c'était vraiment de travailler ensemble. Et en fait, tout ça a permis, en termes de résultats, d'avoir une amélioration de 15% dans le cadre de leur projet pilote d'efficacité et une meilleure cohésion d'équipe. Donc, on voit bien que quand l'entreprise se donne un peu les moyens sans avoir non plus besoin de mettre beaucoup d'argent sur la table, parce qu'on se dit souvent, quand je mets quelque chose, ça va me coûter. Là, en fait, c'était plus un travail de synergie qui a fait développer l'efficacité dans le cadre des projets de l'entreprise. Troisième raison, et là, pas des moindres, c'est tout ce qui tourne autour de la responsabilité sociétale et de la marque employeur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la loi sur les seniors, il y a un index de seniors qui a été mis en place qui va obliger les entreprises à venir publier régulièrement quel est leur effectif de personnes de 55 ans et plus, et travailler un peu plus sur la transparence en termes d'inclusion. Donc, si vous mettez en place, dans le cadre de votre politique sociétale, des mesures ou en tout cas des dispositifs et que vous communiquez dessus, à la fois sur votre lutte contre les différences d'âge, contre les diversités, qu'est-ce que vous mettez en place pour transmettre vos savoirs, qu'est-ce que vous mettez en place en termes d'engagement sociétal, ça va venir aussi favoriser votre marque employeur. Parce que vous allez communiquer dessus. Vous allez fidéliser les collaborateurs de votre entreprise parce qu'ils vont
se sentir dans une entreprise qui est bienveillante, qui a envie d'évoluer et qui ne fait pas de distinction entre les générations. Vous allez attirer des nouveaux talents qui se disent, OK, cette entreprise, elle a une responsabilité sociétale qui lui parle, parce que c'est vraiment quelque chose qui parle aujourd'hui aux jeunes générations. Et ça va lui donner envie. Elle va voir que vous avez de la transparence. Et puis, du coup, tout ça est fait toujours bénéfique. Ça vient améliorer votre réputation d'entreprise. Donc, la marque employeur avec vos enjeux sociétals vont être quelque chose d'assez important et valorisé grâce à une politique dynamique pour la partie des seniors. Donc, capitaliser les seniors renforce vraiment à la fois votre performance d'entreprise, elle stimule l'innovation au sein de votre organisation et puis, du coup, elle répond également aux attentes sociétales et en vous positionnant en tant qu'employeur comme un employeur de choix pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre votre organisation. Pardon. Ouais. Et moi, ce que je retiens dans ce qu'a dit Olga, c'est que ce que je comprends sur cette partie et ce que je veux qu'on en retienne, c'est que la communication interne ou alors la mise en place de ces processus ou alors leur faisabilité en interne, c'est très bien. Mais c'est la visibilité en dehors de l'entreprise qui agit beaucoup sur la marque employeur dans ce sens où elle va sécuriser la perception de l'entreprise par le pool de talents en bas d'extrémité. Les jeunes qui se disent aujourd'hui avec la transformation des métiers, avec l'intégration de l'IA et tout ça, de se dire qu'en fait, une entreprise X propose un cadre d'évolution où le syndrome de l'imposteur, il est, jugulé par cette mise en place-là, où on est accompagné par les seniors, où c'est formalisé en entreprise, ça favorise, ça facilite les recrutements et donne un peu plus de flamboyance à la marque employeur. Oui, tout à fait. Et du coup, pour répondre à tous ces enjeux, on va vous présenter quelques solutions qui peuvent vous aider à travailler sur ces différents axes. Donc, concrètement, en termes de solutions, on vous en a mis en avant 3 principaux champs d'action. Le premier, c'est de travailler sur votre recrutement, mettre en place un recrutement inclusif. Le deuxième, c'est travailler sur la formation et la montée en compétences de vos seniors, mais aussi au sein de votre organisation d'une manière générale. Et puis un troisième axe, on parle souvent de la santé et qui fait partie des politiques aussi de RSE, c'est travailler l'engagement et le bien-être de vos collaborateurs. Donc, si on rentre sur le premier dispositif en termes de solutions, le recrutement inclusif. C'est au-delà de l'impact de la marque employeur, l'intégration des collaborateurs de plus de 50 ans représente un véritable avantage compétitif pour votre organisation, quelle que soit sa taille. Je pense que ça s'adresse aussi bien sur les petites entreprises que sur les multinationales. Et on voit que 67% des candidats, selon une étude à Gendrix, vont privilégier les entreprises qui ont des équipes qui sont diversifiées. Et pour vous aider à ça, on voit l'État a mis en place un certain nombre d'aides au recrutement. Alors, désolé, vous voyez encore le CDD senior, mais en fait, ça va être le nouveau contrat qui va être le CVE dont je vous ai parlé avec la loi sur les seniors à partir de janvier. Mais en tout cas, vous avez, en fonction de différents dispositifs, la possibilité de bénéficier d'aides au recrutement pour venir intégrer des personnes plus expérimentées au sein de votre organisation. Et puis, le parcours des seniors, c'est aussi leur permettre de développer une compétence. Ils ont de l'expérience, ils ont des compétences techniques. Et en fait, ce sont des salariés qui, comme je vous le disais un peu plus tôt, sont des personnes qui sont opérationnelles assez rapidement, en tout cas plus rapidement que peut l'être un junior qui arrive sur le marché du travail. Alors, je ne vous dis pas d'opposer les personnes, hein, évidemment, et les profils, mais en tout cas, de se retirer à l'esprit, si vous l'avez, c'est cette notion de je ne vais pas recruter une personne de 45 ou 50 ans ou 55 ans parce que ça va être quelqu'un qui je vais pas vous refaire les stéréotypes de tout à l'heure. L'objectif, c'est de se dire que ces populations, elles peuvent être rapidement opérationnelles, elles sont elles sont assez autonomes, elles sont assez autonomes parce qu'elles ont l'expérience et puis elles sont productives parce qu'encore une fois, elles ont de l'expérience, elles vont très vite savoir ce qu'elles doivent faire et donc elles vont être aussi enclins à venir apporter aussi un juste équilibre et de nouvelles
propositions au sein de votre organisation. Et il y a un troisième axe, et là, Kevin, je te laisse le relais. Oui, alors sur cet axe, c'est-à-dire que le recrutement, on le voit là comme une intégration de compétences externes, donc dans le recrutement classique. Il y a cette partie-là où on recrute en interne aussi, parce que les seniors sont aussi dans nos entreprises. Et recruter en interne, c'est de la mobilité interne où on va déjà identifier les compétences transversales ou transposables de ces seniors-là et leur volonté d'aller sur ce poste, où est-ce qu'ils peuvent apporter de l'expertise et utiliser ces compétences dans le recrutement interne. Donc, les envoyer sur des missions, par exemple, un senior sales peut travailler de concert avec le produit, peut être sur de la formation de nouveaux collaborateurs, mais avec un corpus qui est plus élaboré. Donc, un recrutement à l'interne auquel il faut penser aussi, parce que le recrutement inclusif, c'est pas que on lance un appel, on lance une candidature sur un poste et on se dit on va recruter des seniors. C'est aussi peut-être aller revoir en intérieur dans notre pool de talents comment exploiter des seniors sur des nouveaux postes ou créer des postes où ils vont s'épanouir. Donc, c'est pas simplement, enfin, il faut ajouter au recrutement inclusif qui peut être aussi interne que externe. Oui, tout à fait. C'est fidéliser les personnes en poste et venir les accompagner. Et d'ailleurs, ça me fait la transition avec les deuxièmes propositions de solutions. Bah, évidemment, c'est travailler sur tout ce qui est développement des compétences de vos équipes. Donc, investir sur la formation continue des seniors est tout aussi important qu'investir sur les nouveaux entrants quand ils arrivent dans votre organisation. C'est des personnes qui doivent continuer à être formées, à être accompagnées, notamment, on peut dire aujourd'hui sur les outils numériques, mais comme toute population. C'est quelque chose, si vous continuez à miser sur eux, à leur offrir des parcours de formation et des propositions d'accompagnement, vous allez continuer à renforcer leur confiance en eux et leur employabilité. Et aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, c'est vraiment quelque chose d'important puisqu'on sait que tout avance très, 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 très vite. La mise en place aussi, qui peut être intéressante, c'est la mise en place de mentorat inversé, où les juniors forment, pourquoi pas, les seniors sur un certain nombre de choses, notamment les nouvelles technologies, les nouvelles façons de travailler, etc. Donc, ça va permettre de favoriser la collaboration intergénérationnelle, comme je vous le disais auparavant, mais aussi permettre à vos seniors d'être toujours dans l'action. Et parce qu'ils ont besoin de se sentir investis et d'être reconnus dans l'organisation et pas être mis au placard comme on pouvait le dire il y a quelques années. Et d'ailleurs, vous le voyez en dernière ligne de ce slide, selon l'APEC qui avait fait un sondage, il disait que pour 82% des managers, avoir un cadre senior dans son organisation, dans son équipe, était quelque chose de plutôt rassurant. Notamment en temps de crise, puisqu'en fait, les profils seniors sont des gens qui, par leur expérience, sont plus posés et acceptent et arrivent à prendre un peu plus de recul face à les situations et pouvoir et continuer à avancer, quelle que soit la situation. Donc, la formation, c'est quelque chose d'important sur la transmission des compétences, des savoirs. Le senior est là aussi pour apporter quelque chose au sein de votre organisation. Et puis, il faut continuer à développer leurs soft skills, puisque c'est quelque chose qui est important dans le cadre du travail de tous les jours. Et oui, et toujours dans le cadre de la formation, il y a cet angle-là, et on pourrait penser que je suis toujours à chercher des angles à côté, mais les managers sont le relais des DRH sur ce sujet de changement entre griffes de culture, parce que c'est eux qui gèrent des seniors. Et dans leur vie de tous les jours, on peut avoir des managers qui eux-mêmes ne sont pas seniors, qui doivent gérer ces seniors dans les équipes. Donc la formation aussi doit s'occuper ou alors s'intéresser à donner à ces managers-là cette culture de la gestion et de l'intégration des seniors pour être finalement un levier qui catalyse l'action que mènent les DRH et les RRH sur cette inclusion-là des seniors. Donc, c'est important de former les seniors, de les faire monter en compétences, mais c'est aussi important de former les différents managers pour que le relais de confiance ou alors le relais de la communication et de l'envie de l'entreprise de les intégrer soit vraiment distillé dans les faits réels. Après, on se demande quels sont les outils
qui pourraient finalement accompagner le RH. Et je pense que c'est l'objet de la prochaine slide où Olga va en profondeur sur ces outils. Il reste un dernier axe, Kevin, qui est le bien-être. Oui. Le bien-être des personnes. On sait que selon une étude encore de la PEC, 80% des seniors, ils souhaitent avoir des aménagements flexibles pour rester en poste de travail. Donc, en fait, c'est aussi partie de la politique RSE de pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositifs, de les proposer à ces populations. Donc, on parle par exemple, de réduction du temps de travail, mettre en place des temps partiels avec des passages progressivement, pourquoi pas des semaines plus courtes en termes de durée, à mettre en place des comptes épargne-temps lorsque vous en avez la possibilité. Et la retraite progressive, encore une fois, ça peut être, au-delà de l'obligation légale, peut être un dispositif que vous souhaitez mettre en place en termes d'organisation avec des aménagements ou des compensations qui permettent sans que votre collaborateur ait besoin de le stipuler par lui-même, être une offre au sein de votre organisation. On parle aussi de tout ce qui tourne autour des aménagements des conditions de travail. Le télétravail, l'adaptation des horaires, la transformation des postes de travail sont des axes de réflexion. J'ai parlé tout à l'heure de tout ce qui tourne autour de la montée des compétences et puis du mécénat de compétences. Pourquoi pas, dans ces cas-là, aussi proposer des missions spécifiques pour ces populations-là afin de mettre en brillance leurs compétences et leurs connaissances auprès de l'organisation. Donc, c'est vrai que l'on voit qu'il y a pas mal de solutions qui peuvent être mise en avant et mise en place. Tout dépendra aussi de votre politique d'entreprise et c'est vrai que c'est important de mettre en place une politique RH qui est adaptée à votre organisation, à votre contexte et sur lequel vous allez pouvoir la piloter de différentes que vous allez pouvoir piloter. Et pour ça, en effet, il y a des solutions pratico-pratiques qui peuvent être mises en place avec des outils pour vous accompagner que l'on vient de référencier dans ce slide, qui est déjà commencer par un accord de GEPP au sein de votre organisation. Comment est-ce que vos métiers vont évoluer? Quelles vont être les évolutions de carrière que vous pouvez mettre en place? Comment est-ce que vous anticipez les départs, on a aussi cette notion-là, et comment vous venez à intégrer les nouvelles recrues au sein de votre organisation. Donc, réfléchir vraiment au sens global de l'accord, pas juste emploi, mais c'est emploi, personne, compétences, et qu'est-ce que vous pouvez offrir au sein de votre organisation. L'index senior interne, donc la loi est passée, on attend d'avoir un peu plus d'informations sur cet index, mais en tout cas, vous pouvez réfléchir à aujourd'hui, quelle est la part des seniors dans votre organisation, quel est leur rôle, quelles sont les actions que vous avez mises en place. On parlait tout à l'heure de formation, quel est le taux de formation de cette population-là. Donc, vous avez déjà, sans attendre le texte de loi, la possibilité de venir analyser un petit peu cette population-là, vos dispositifs, et voir en quoi aujourd'hui, comment vous vous positionnez sur le monde du travail au regard de cette population-là. Et peut-être commencer déjà à mettre en place un certain nombre de dispositifs. Kevin, tu voulais intervenir, je t'en prie. Je rebondis sur le mécénat de compétences qui est un double levier interne, bien sûr, mais aussi externe, dans le sens où j'ai vu des entreprises qui qui mettent en avant leurs seniors en leur permettant ce mécénat de compétences de diriger vers les centres de formation, vers les universités où ces seniors-là interviennent dans un cadre normé par l'entreprise sur des sujets de montée en compétences, sur des sujets de réflexion sur un métier parce qu'ils ont l'expérience. Et ça a le sens de faire monter la marque employeur de l'entreprise, mais aussi de donner encore plus de sens de réalisation de soi aux seniors. Derrière, c'est aussi un moyen de créer un pool de talents externes avec des relations universitaires, avec des intervenants de qualité qui ciblent aussi les talents au niveau des entreprises et permettent finalement, qui ciblent les talents au niveau des universités et permettent aux entreprises de faire leur veille de talent. Donc, le mécénat interne, oui, mais externe aussi, il faut y penser. Et dans le cadre des outils, il y a aussi, j'ai vu souvent, lorsque j'étais sur des projets RH, que dans les indicateurs, on identifiait les postes où il y a beaucoup de pénibilité avec des indicateurs de pénibilité. J'ai vu des entreprises qui allaient au fond des choses et créer des trajectoires de désescalade de la pénibilité après 50 ans pour créer des parcours de réintégration, de mobilité vers des fonctions soit moins physiques, soit des fonctions allégées avec plus de supervision. Donc, c'est des pistes qui sont aussi intéressantes quand on se penche sur le sujet.
Après, je sais que Talentia va dans le fond des choses avec une offre assez diversifiée. Ce serait pas mal de voir, Olga, ce qui est proposé et comment ça peut servir le jeu de l'intégration des seniors. Oui, en effet, Talentia, donc on est un éditeur de solutions finance, mais aussi ressources humaines. Et en effet, avec la solution, qui est une solution tournée sur la gestion des talents, on a un certain nombre de modules et de possibilités de venir analyser les différents chiffres, les différentes typologies de population, avec une suite qui va à la fois intégrer la gestion de l'acquisition des talents, donc via le recrutement, la formation, le développement des compétences, la possibilité de mettre en place aussi des questionnaires, des sondages au sein de votre organisation, parce que ça peut être important aussi de sonder au sein de votre organisation comment se positionnent vos collaborateurs, seniors ou pas seniors, des dispositifs de récolter pourquoi pas des propositions de dispositifs à mettre en place et d'engagement des collaborateurs. Donc la solution permet de faire ce type d'action. Et puis la solution permet aussi de gérer tout ce qui tourne autour de la carrière, de la rémunération et en fait tout ce qui touche à la vie du collaborateur. Et donc avec Talentia HCM, donc la solution, vous allez pouvoir ressortir un certain nombre d'indicateurs de reporting qui vont vous permettre de venir analyser dans un premier temps vos actions en place, votre population. Tout à l'heure, je vous disais, avec l'index senior, où est-ce que vous en êtes. Donc, si vous avez la solution, vous allez avoir des choses en automatique. Alors, j'ai pas d'exemple visuel à vous proposer, mais en tout cas, vous aurez des indicateurs en standard qui vous sortent ça. On a aujourd'hui en standard le rapport égalité homme-femme qui intègre aussi l'âge, qui peut être sorti de la solution. Donc, vous avez, grâce à une suite telle que Talentia, la possibilité de venir analyser votre existant, vous projeter sur de l'avenir et de pouvoir mesurer les différents dispositifs que vous allez pouvoir mettre en place au sein de votre organisation. Parce qu'il ne faut pas oublier, pour en venir sur nos silver talents, qu'aujourd'hui, ils sont plus de 80% à vouloir prolonger leur carrière professionnelle. Et donc, il est important en tant qu'organisation d'être capable de leur proposer des choses qui soient adaptées et de mettre en avant le fait que vous êtes à leur écoute et que ça reste des collaborateurs de confiance en qui vous misez, parce qu'ils sont pour vous, malgré tout, un atout stratégique, parce qu'ils sont les piliers de la performance de votre entreprise, ils peuvent contribuer à votre innovation et ils sont importants aussi dans le cadre de l'inclusion au sein de votre organisation. Et pour appuyer le propos ou alors pour emmener l'audience à voir quelque chose, c'est que ce que nous on fait au niveau d'Exégis, quand on va dans le fond des choses, de ces analyses, au-delà de la proposition fonctionnelle de l'éditeur sur les volets de formation, sur les volets de reporting, etc., ce que je trouve intéressant dans cette slide, et c'est pas pour essayer de faire de la publicité, c'est cette relation avec Edflex ou EasyGenerator, qui étend le champ fonctionnel de l'outil. Et c'est ce qu'il faut voir quand vous interrogez un éditeur sur ce qu'il offre, c'est qu'est-ce qu'il propose autour de l'écosystème qui enrichit votre programme d'insertion, que ce soit senior, talent, etc. C'est pas simplement un module de compétences, c'est pas simplement un module de formation où on rentre questions-réponses ou un sondage, c'est quel est l'écosystème d'outils qui finalement permet à vous en tant que DRH, d'aller plus loin dans l'utilisation de l'outil. Et Edflex, c'est très intéressant. Il y a encore d'autres partenaires, mais c'est questionner des éditeurs comme Talentia sur ces sujets-là, parce qu'ils y travaillent et c'est bien qu'ils vous disent ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils connectent dans le fond de leurs outils. Ok, merci Kevin. Et il nous reste 2 minutes. J'ai pas vu de questions particulières au sein du chat, mais du coup, je vous propose de partager les sondages. Donc sur le premier qui est parmi les dispositifs lesquels avez-vous mis en place au sein de votre organisation. Donc on voit qu'à 50% vous avez mis en place des programmes de mentorat et de transmission des savoirs. Donc c'est un super point parce que ça veut dire que vous avez déjà en tête que c'est quelque chose de très important au sein de votre organisation pour éviter de perdre la connaissance. Et le deuxième, et à 50%, vous avez répondu aussi l'aménagement spécifique du temps de travail. Donc, on voit que déjà sur ce type de réponse, vous êtes
vous avez mis en place des dispositifs qui vous permettent d'être encore plus performants au sein de votre organisation et dans le cadre de votre politique d'entreprise. À la question quelle est la part approximative des collaborateurs de plus de 50 ans au sein de votre organisation, on voit que c'est une grosse part, hein, puisque à 100%, vous avez répondu qu'elle est à plus de 30%. Donc, ça veut dire que déjà, vous avez une connaissance de votre écosystème. Donc, ça, c'est super intéressant. Et puis, par contre, on voit en effet que c'est une grande part dans le cadre de vos effectifs. Donc, ça veut dire, et quand je vois les dispositifs que vous avez mis juste après, enfin, ce qu'on a dit, la question juste avant, ça veut dire qu'en effet, vous avez pris en compte le fait que vous avez une population assez importante de seniors au sein de votre organisation. Il est 10h15, il est temps pour nous de clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Kevin, pour ta contribution et tout ton apport. Et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile, intéressant. N'hésitez pas, le replay sera à votre disposition ainsi que la présentation et les résultats du sondage. On vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. À bientôt.